Merci de votre accueil. Je suis vraiment très heureuse de parler aujourd'hui ici parce que l'environnement, avec la proximité de toutes ces très belles toiles de Greuze, est vraiment sensiblement propice à mon sujet. Alors, c'était le sujet de ma thèse il y a plusieurs décennies. Depuis, j'en ai beaucoup écrit, beaucoup parlé. Et donc, il m'arrive d'être un petit peu fatiguée du sujet, mais là, vraiment, la question ne se posait pas. Au Petit Palais, avec le comité d'histoire de la ville de Paris, c'était oui d'emblée. D'autant plus que c'était un peu l'occasion pour moi d'essayer d'incruster sur mon arrière-plan habituel des jeunes filles qui sont les deux filles de Greuze, la fille de Diderot. Comme ça, je me suis fait une petite ambiance en rapport avec l'exposition. Mais je parlerai de beaucoup d'autres, évidemment. Alors donc Greuze comme Diderot, hommes des Lumières, ont été amis et ils sont tous les deux pères de filles. Avec leurs épouses, ils sont donc confrontés à la question de leur éducation et il se trouve que ces deux pères font des choix diamétralement opposés qui illustrent en fait le dilemme auquel sont confrontées les familles éclairées appartenant à la bourgeoisie ou à la noblesse quant à l'éducation de leurs filles. Quel cadre éducatif choisir ? Quel est le mieux adapté une fois passée la toute première enfance? Alors, vaut-il mieux la garder à la maison et lui dispenser donc une éducation particulière, familiale, sous étroite surveillance des parents, avec des maîtres et des maîtresses qui peuvent venir de la ville donner des cours particuliers? Alors, c'est le choix fait par Diderot. Et il le revendique haut et fort, notamment dans une lettre à Sophie Voland, du 7 octobre 1762. « Mon Angélique n'ira point au couvent, cela est arrêté dans ma tête. Je crois qu'elle deviendra clavecinière, car elle a de l'oreille et elle aura des doigts. » Angélique a alors 9 ans. On reviendra sur son éducation. Alors, l'alternative, c'est de s'en remettre à une éducation collective, déléguée par les parents à une institution, et en l'occurrence, un pensionnat conventuel. Alors ça, c'est le choix de Greuze pour ces deux filles. Les voilà. Anne-Geneviève, née en 1762, et Louise Gabrielle, sa cadette de 2 ans. Ce sont les seuls de leurs enfants à atteindre l'âge des apprentissages. Alors on ne sait pas à quel couvent elles sont confiées. Et c'est bien dommage parce qu'on le verra, en matière d'éducation, il y a vraiment couvent et couvent. Alors le choix de Greuze est étonnant, parce qu'après la parution du traité de Rousseau, l'Émile, la balance penche très nettement en faveur de l'éducation familiale. Le peintre me paraît vraiment avoir tout faux, en mettant dans leur premier âge ces filles en nourrice, alors que Rousseau, c'est vraiment l'allaitement maternel et garder les enfants chez soi. Et puis ensuite, il les laisse grandir, toujours hors de sa vue, au couvent. C'est très paradoxal, vraiment, par rapport à son époque et à son milieu. On y reviendra. Alors, sans entrer dans les méandres du débat des Lumières sur l'éducation des filles, il faut souligner que la question est perçue comme un enjeu important pour les progrès de la raison et surtout du bien vivre ensemble dans une bonne société où les deux sexes, dont l'inégalité reste absolument admise, doivent néanmoins collaborer, pouvoir dialoguer, partager leurs intérêts, leurs talents comme leurs loisirs. Alors d'une part, on s'accorde à reconnaître que les défauts des femmes viennent de leur mauvaise éducation, et d'autre part, on s'accorde aussi à reconnaître qu'elles ont une influence tout à fait considérable sur la société, ne serait-ce qu'en tant qu'éducatrices par nature, entre guillemets, puisque le mariage et la maternité restent leur vocation non remise en cause. Alors, en escomptant ainsi de l'éducation des filles une réaction en chaîne, porteuse in fine d'un mieux vivre pour l'ensemble de la société, les Lumières n'innovent absolument pas. C'est le même raisonnement, exactement, qui inspirait, dès la fin du XVIe siècle, les réformateurs catholiques ayant œuvré à la multiplication des lieux d'enseignement accessibles aux filles. Alors, quand souffle l'esprit des Lumières, cette préoccupation première d'essence religieuse laisse place à des aspirations morales et de sociabilité culturelle, mais le schéma de diffusion est le même, en confiant à l'enfance
le choix et enfin la possibilité de rayonner de façon quasiment universelle. La bonne éducation, là, c'est exactement ça. La fille éduquée lit à ses parents et c'est le processus qu'on espère enclencher. Alors, les Lumières font preuve d'un optimisme pédagogique remarquable, stimulé d'une part par le poids de l'Église qui commence à s'alléger un peu sur les consciences et sur la vie quotidienne, et au XVIIIe, et plus encore sur le second versant, l'éducation s'impose comme un sujet de réflexion des plus prisés, aussi bien dans les académies provinciales qui vont lancer tout un tas de concours sur quel est le meilleur plan d'éducation, et également dans le courrier des lecteurs des journaux. C'est vraiment une question très, très agitée. Alors, on publie énormément de traités, de plans d'éducation, et on est soucieux soit d'améliorer l'éducation des garçons, ou celle des filles, celle des gens des campagnes, celle des sourds-muets, enfin, personne n'est oublié. On a aussi, en 1768, le tout premier périodique spécialisé, le Journal d'éducation, qui est lancé à Paris à partir de 68 par le sieur Leroux. Alors, on a eu avant ça des projets. Bon, je ne reviens pas sur ceux de la fin du XVIIe, mais évidemment Fleury, Fénelon, Madame de Lambert. Mais au XVIIIe, le premier qui peut nous arrêter un petit peu, c'est celui de l'abbé de Saint-Pierre, le projet pour perfectionner l'éducation des filles, qui est donc intégré dans ses œuvres diverses. Et il fait vraiment figure de visionnaire parce qu'il imagine un véritable ministère de l'éducation avant la lettre, qu'il appelle Bureau perpétuel d'éducation publique. Et l'abbé fait suivre aux filles de 5 à 18 ans 13 classes en pensionnat pour aborder absolument toutes les sciences et tous les arts. Alors, il ajoute des écoles externes gratuites pour celles qui n'auraient pas le temps ni les moyens de suivre tout le cursus qu'il imagine. Projet resté lettre morte, faut-il le préciser. Alors, c'est la même chose avec celui de Madame de Mirmont, plus tard dans le siècle. Alors, son cours complet d'éducation comprend 7 volumes parus entre 1779 et 1789, et elle aussi conçoit un véritable système d'éducation publique pour les filles, cette fois de 7 à 18 ans. Alors, le programme est assez classique, religion, danse, musique, géographie, histoire, orthographe, mais plus nouveau, la littérature et les langues vivantes. Et en fait, ce qui est intéressant avec elle surtout, c'est le soin qu'elle apporte à la formation des enseignantes. Elle leur fait apprendre le métier pendant 6 ans, ce qui est tout à fait remarquable. Parce que de fait, la question du choix du lieu de l'éducation, maison ou institution, en question subsidiaire, ça pose celle de la formation des enseignantes. À qui confier l'éducation des filles? Parce que dans les pensionnats conventuels, qui ne sont plus des pépinières de noviciat pour les couvents, comme ils l'ont été jusqu'au XVIIe, ils ne le sont presque plus. Alors, faut-il continuer à confier à des religieuses qui, par essence, sont étrangères aux expériences du mariage et de la maternité, la formation de jeunes filles qui sont appelées à les vivre? Donc, on se pose quand même de sérieuses questions sur la formation qu'il convient de donner aux femmes qui vont éduquer les filles. Alors, en 1762, le débat s'enflamme encore plus, avec, on l'a déjà dit, la parution d'Émile, de Rousseau, et la même année, l'expulsion des jésuites du royaume, ce qui fait que leurs collèges sont fermés et que de toute façon, il faut repenser complètement le réseau éducatif masculin. Donc ça, c'est vraiment 2 pavés dans la mare, je dirais, du débat des Lumières sur l'éducation. Alors Rousseau, avec les filles, c'est pas terrible. Il y a un seul chapitre consacré à l'éducation de Sophie, la compagne d'Émile, et le sort qu'il lui réserve, que vous pouvez découvrir derrière moi, n'est pas des plus émancipateurs. Alors, ce qui va rester de sa pensée pédagogique pour les filles, mais aussi pour les garçons, en fait, c'est le plaidoyer pour l'éducation domestique, sous la direction de mères éclairées, assistées de professionnels compétents qui interviennent au domicile familial. Rousseau est vénéré par ses lectrices, et alors un certain nombre de femmes
vont garder leurs filles sous leurs ailes et entreprendre d'en faire de véritables chefs-d'œuvre. Alors c'est le cas notamment de Madame d'Épinay, dont le livre apparaissait là. Voilà, elle applique à la lettre les principes rousseauistes et elle veut faire profiter d'autres mères de son expérience en publiant en 1774 les Conversations d'Émilie. On a la même chose avec Madame Necker, qui est aussi une rousseauiste convaincue, avec sa fille Germaine, née en 1766, future Madame de Staël. Alors, si opposer les avantages et les inconvénients respectifs des éducations familiales et collectives résume à gros traits le débat des Lumières sur l'éducation des filles, il existe néanmoins une voie moyenne entre ces choix radicaux, et c'est la complémentarité, évidemment, des deux formules. Alors, ce sera le choix des époux Flippon qui confient leur fille Manon, future Madame Roland, pour 1 an à un couvent, le temps de se préparer à sa première communion. Et avant cela, elle a reçu chez elle une éducation tout à fait soignée. Je reviendrai sur son cas. Donc, maison plus couvent pour un temps limité, voire même très limité, c'est une formule qui s'impose de plus en plus avant la Révolution, au moins à Paris, dans les familles des élites intellectuelles et économiques notamment. Alors, ces jeunes filles que nous avons déjà évoquées, Angélique, Anne-Geneviève, Louise Gabrielle, Manon, je propose que nous les retrouvions entourées de bien d'autres, anonymes, celles-là, en élargissant la focale à l'ensemble de l'offre éducative accessible aux filles à Paris entre les années 1760 et la Révolution. Parce que, et bien évidemment, si on veut rendre compte de l'éducation des filles à Paris à cette époque, il faut voir beaucoup plus large. Il n'y a pas que les familles de la bourgeoisie et de la noblesse qui sont soucieuses que leurs filles apprennent quelque chose. Disons qu'une fois qu'une famille est nantie d'un travail régulier, d'un toit fixe, beaucoup d'autres se soucient de faire instruire leurs filles, et le privilège d'habiter la capitale fait qu'elles ont accès à une gamme très étendue de structures éducatives qui proposent des formules très diverses, payantes ou gratuites, externes ou internat. Et on va retrouver ainsi des bancs de l'école la plus charitable jusqu'au pensionnat le plus sélect de monastères, toute la hiérarchie des milieux socio-professionnels parisiens. Il y en a vraiment à tous les prix, je dirais, et presque pour tous les goûts. Avec cette réserve et cette remarque qu'il faut faire que partout l'entre-soi règne absolument, aussi bien au sein des classes entre les élèves qu'entre les élèves et les enseignantes qu'elles trouvent en face d'elles. Elles sont issues des mêmes milieux, et plus on s'élève dans la hiérarchie des établissements les plus sélects, donc des abbayes, par exemple Pantemont ou l'abbaye au Bois, en fait, elles sont issues directement des mêmes familles de la noblesse ancienne. Alors, avant de faire un état des lieux de ces structures d'enseignement féminin, un petit rappel rapide sur les taux d'alphabétisation en France avant la Révolution est toujours utile. Parce que ça permet finalement de mesurer le résultat à l'âge adulte du privilège des jeunes parisiennes. Alors, on considère que savoir signer un acte de mariage ou bien un acte notarié, testament ou inventaire après décès, ça indique une capacité à lire, au moins à lire. Et vous voyez ces chiffres. Donc dans les années juste avant la Révolution, en moyenne, 47% des époux et 27% des épouses signent leur acte de mariage. Alors, comme toutes les moyennes, ça cache un contraste assez saisissant. On va donc distinguer une France du nord de la ligne Saint-Malo-Genève et une France du Sud. Et là, les choses changent radicalement, puisque au nord, on aura 71% des hommes et 44% des femmes. Quant au Sud, on n'en aura que 27% et 12% pour les femmes. Alors, au sein même de ce contraste nord-sud, il y a toujours un contraste ville et les campagnes qui sont autour. Les villes sont en avance partout.
Et évidemment, Paris, c'est la ville principale. Alors là, on n'a pas les actes de mariage, puisque l'état civil est parti en fumée. On compte donc des actes notariés, testaments et inventaires après décès. Alors, à la veille de la Révolution toujours, les testaments, 91% des hommes signent et 80% des femmes. Les inventaires après décès qui socialement touchent des milieux un petit peu en dessous, donc commerce, artisanat, salariat par exemple. C'est une pratique moins sélective socialement que le testament. On a là 66% des femmes, 66% des hommes, et 62% des femmes qui signent. Elles sont donc, nos Parisiennes du temps des Lumières, très très en avance sur la situation observée autour, dans l'ensemble du royaume. Alors ce bon score, ça reflète l'efficience du dispositif qui est en place pour instruire les filles à Paris. Ces rappels posés, nous allons essayer d'en faire le tour. Pour la période, toujours ces mêmes décennies, disons des années 60 à la Révolution, on peut reconstituer assez exhaustivement tout ce qui est offert comme lieu d'accueil, et ce sera évidemment la situation optimale qu'on peut rencontrer à ce moment-là. Alors du côté de l'éducation collective, les archives de ces institutions nous renseignent bien évidemment sur le fonctionnement, sur les pratiques, sur le public, etc. Par contre, pour ce qui est de l'éducation domestique, les éducations familiales, on n'a pas d'archives, sauf exception. Et ce qu'on interrogera, ce sont ce qu'on appelle les écrits du fort privé, c'est-à-dire des correspondances ou des autobiographies qui évoquent des enfances et des jeunesses féminines à la maison. Alors, signe des temps, le tableau de Paris de l'avocat Agèze, en 60, inaugure une nouvelle rubrique, éducation, avec tout un tas de sous-rubriques dans son chapitre « Paris considéré relativement aux choses utiles à la vie ». Et il va recenser par catégorie toutes les institutions éducatives offertes aux Parisiens. Il donne en plus les coordonnées de maîtresses et maîtres qui viennent à domicile. Alors, en utilisant son annuaire et en le complétant jusqu'à la Révolution, on va donc repérer dans la ville 253 adresses pour les filles. Ça vous donne une idée de la densité. Ce qui est remarquable, c'est que cette géographie de ces lieux d'éducation, elle est très très bien intégrée dans la ville. C'est-à-dire qu'elle suit la densité et la répartition de la population, et puis elle se déplace avec elle. Quand la ville s'éclate vers les faubourgs, eh bien, il y a tout de suite des institutions qui se mettent en place. Alors, on peut considérer, sachant que la population est entre 600 000 et 800 000 habitants, avec un calcul démographique dans lequel je ne rentrerai pas, que cela propose, en fonction de la tranche d'âge scolarisable, évidemment, une place environ pour 3 ou 4 fillettes pouvant y prétendre. Donc c'est un bon score, sachant qu'elle n'y reste pas très longtemps et que tout en haut de l'échelle sociale, il y a les familles adeptes de l'éducation familiale, et puis tout en bas, toutes les familles qui ne sont pas encore bien intégrées dans la ville, qui ont des urgences plus vitales à satisfaire, qui n'envoient pas encore leurs filles à l'école. Même une école gratuite, finalement, ça prive la famille du salaire enfantin pendant que l'enfant est à l'école. Donc il faut pouvoir le supporter. Alors, ce bon score résulte en fait de la superposition sur la ville de 3 réseaux éducatifs. Donc là, sur ce tableau, vous voyez les lieux et puis les capacités d'accueil, puisque ça ne correspond pas forcément. Donc c'est important de remettre les 11 168 places proportionnellement avec les capacités d'accueil et les lieux, le nombre de lieux, à quoi ça correspond. Alors, le plus ancien de ces réseaux, ce sont les petites écoles payantes qui dépendent du chantre de Notre-Dame de Paris, qui porte aussi le titre de directeur des écoles de grammaire ou petites écoles de la ville, faubourg et banlieue de Paris. Alors, en 1357 déjà, le chantre supervisait 25 maîtresses pour les filles, aux côtés de 50 maîtres pour les garçons.
La parité est atteinte au XVIIe siècle. Alors, si on prend 1760 comme année de référence, on trouve à ce moment-là 153 quartiers scolaires qui sont très très bien délimités dans la ville, et dans chacun, une maîtresse pour les filles, un maître pour les garçons. Au moment où le monopole de la cathédrale sur l'éducation tombera en 1791, il y aura 201 maîtresses et 201 maîtres actifs dans la ville. Ces maîtresses et maîtres sont des laïcs qui tiennent l'école à leur domicile. Donc les capacités d'accueil sont évidemment réduites compte tenu du logement parisien. Ce sont des femmes qui sont le plus souvent célibataires ou alors épouses d'un collègue masculin. Donc les ménages pédagogiques qu'on connaît bien beaucoup plus tard sont déjà en place à Paris au XVIIIe. Alors leur classe, donc j'ai dit petite capacité d'accueil, c'est 18 élèves en moyenne, pour un tarif abordable de 3 livres et 10 sols par mois. Donc voilà, une famille stable peut faire cette dépense. On trouve sur les bancs de ces écoles des filles de maîtres artisans, de maîtres commerçants, et elles sont très prisées des Parisiens. Alors en marge, il autorise aussi des petites pensions. C'est tout à fait en marge du quadrillage de quartiers scolaires. Du coup, elles sont difficiles à repérer, elles sont souvent éphémères, mais il faut quand même en tenir compte, et surtout tout à la fin du siècle, pendant la Révolution, quand le système des autorisations absolument nécessaires tombera, ces petites pensions vont pouvoir se multiplier, faire de la publicité, et à ce moment-là, on les connaît un peu mieux. Alors, le réseau scolaire concurrent direct de celui du Chantre, c'est évidemment les petites écoles gratuites, écoles paroissiales de charité, qui fonctionnent à peu près, enfin, qui fonctionnent non pas de la même façon puisqu'elles ont des lieux dédiés, mais qui attirent sensiblement la même clientèle, si ce n'est qu'on aura plus de filles de compagnons et d'ouvriers que de filles de maîtres du côté des commerçants et de l'artisanat. Alors, elles sont tenues, elles, dans des locaux spécifiques. Là, j'ai trouvé cette œuvre de Greuze qui représente une maîtresse d'école qui pourrait bien être une maîtresse d'école de la charité, mais je ne pense pas qu'elle soit à Paris. Et d'ailleurs, à Paris, je vais vous montrer un local spécifique. J'ai eu un jour, passant par la rue Poultier, et levant la tête, la bonne surprise de lire que le fronton de cette porte portait l'inscription « École des filles de charité de la paroisse Saint-Louis ». Donc c'est tout à fait une école de mon corpus. Et dans ces lieux dédiés, évidemment, les 28 écoles paroissiales de charité accueillent des classes qui sont beaucoup plus nombreuses. On compte à peu près 60 ou 70 fillettes par classe. Alors, le troisième réseau, c'est celui des communautés religieuses féminines, soit régulières, soit séculières, qui vont œuvrer à l'instruction des filles sous des formules tout à fait variées d'internat payant ou d'externat gratuit, parfois combinés dans le même établissement, mais dans des locaux séparés. Et d'ailleurs, même les Ursulines, qui sont vraiment la communauté enseignante de pointe, entre guillemets, sur le marché parisien, enjoignent ainsi aux sœurs de ne pas mettre les filles de condition proches des plus pauvres et malpropres pour ne point leur donner de dégoût, ce qu'elles feront pourtant avec discrétion, afin que les pauvres ne se croient pas méprisés. On a donc 28 externats gratuits de congrégations qui fonctionnent comme les écoles paroissiales de charité, mais qui sont un peu moins surpeuplées. Les classes comptent une cinquantaine d'élèves seulement, contre 60-70. Alors, les pensionnats conventuels, il y en a 56 qui fonctionnent en 1760. Eux comptent très souvent une seule classe et à l'époque qui m'intéresse, la moyenne, c'est d'une vingtaine d'élèves par classe, 23 exactement, dans ce que j'ai pu calculer. Le dénominateur commun à tous ces pensionnats conventuels, c'est leur coût très, très élevé. Tarif moyen 400 à 500 livres par an. Et du coup, ça réserve évidemment leur fréquentation à des milieux très fortunés. Alors, pour le détail, je vous laisse voir cet état de ce qu'il faut payer annuellement pour une demoiselle pensionnaire en classe à Port-Royal. Alors, bien sûr, il y a un tarif de base qui est là de 600 livres par année,
mais on rajoute l'entretien du petit habit, leur passage, la fourniture de poudre, etc. On doit en plus payer pour le lit, pour la faïence du réfectoire, pour les livres qu'on fournit. Les parents eux-mêmes doivent fournir de la vaisselle en argent, une commode en noyer, des draps, du linge. Et on ajoutera aussi au tarif de base les maîtres particuliers dont les élèves peuvent suivre les enseignements. Donc tout ça augmente considérablement la facture qui partait de 600 livres. Et dans le cas d'une demoiselle brûlée que j'ai repérée dans le registre de comptabilité, on arrive même à 1250 livres, puisqu'il est possible aux demoiselles éventuellement de louer une chambre ou un appartement individuel et de s'attacher les services d'une domestique. Donc elle remplit vraiment toutes ces cases et elle est en pension, elle prend une femme de chambre, elle prend un appartement et puis elle en prend un peu plus grand. Et donc elle arrive à un total de 1250 livres. Donc c'est extrêmement, extrêmement sélectif. Néanmoins, pour ce prix-là, on n'a pas forcément une instruction très très solide, ni très très complète. Et ces pensionnats, dans certains cas, le pensionnat, c'est un peu la caisse noire du couvent, disons. Donc dans ce cas-là, il y aura une seule classe et des religieuses qui ne sont pas très très engagées dans la pédagogie. Alors, c'est évidemment pas ce qui se passe chez les Ursulines ou à la congrégation Notre-Dame, dans des congrégations qui sont typiquement enseignantes, qui prononcent un vœu supplémentaire pour cela, donc pauvreté, chasteté, obéissance, et vœu de se consacrer à l'instruction des filles. Là, on aura évidemment plusieurs classes, 2 ou 3, un semblant de loin de cursus, sans commune mesure avec ce qui se passe dans les collèges de garçons. Et la première raison, à mon avis, pour laquelle on ne peut absolument pas comparer, c'est que les séjours des demoiselles raccourcissent de plus en plus. Donc j'ai reconstitué 1075 séjours dans différents établissements. Et vous voyez que finalement, au bout de 2 ans, il y en a plus de la moitié qui sont déjà ressortis. 58%, 35% au bout d'1 an, encore 23% au bout de 2 ans. Et ça fait des effectifs qui tendent à baisser pour la fin du siècle. Vous voyez les courbes, c'est quand même, il y a une tendance au dépeuplement des pensionnats conventuels. Et plus ces séjours raccourcissent, plus ils vont se concentrer vers l'âge de 11-12 ans au moment de préparer la première communion. C'est typique de ces séjours de 1 ou 2 ans. On va le trouver des fillettes qui ont de 10 à 12 ans et qui viennent là, à ce moment-là, typiquement pour cela. Donc, l'image de l'enfance, de la jeunesse des filles enfermées au couvent, très longtemps, à ce moment-là, je dis bien à ce moment-là et à Paris, c'est vraiment en recul complet. D'ailleurs, une éducatrice experte comme Madame Campan, qui dirigera la maison d'éducation de la Légion d'honneur, en prend acte, constatant qu'à partir des années 1760, presque toutes les filles ne passaient plus qu'une année dans les monastères, et cette année était celle qu'on destinait à l'étude approfondie du catéchisme et à la retraite de première communion. On avait depuis longtemps abandonné l'usage de laisser les filles jusqu'à l'âge de 18 ans derrière les grilles, d'où elles sortaient sans savoir écrire 2 mots de français. Bon, le jugement est très sévère, mais des religieuses comme celle du Calvaire, qui ont une pension près du Luxembourg, elles-mêmes vont déclarer en 1789 « Nous nous sommes laissés persuader que les jeunes filles qu'on nous confiait étaient nées pour le monde et nous nous occupons de leur inculquer les devoirs qu'elles doivent remplir dans la société et à leur procurer les connaissances et les agréments qui peuvent les y faire distinguer. » Donc il y a une très nette conscience qui se fait que vraiment les filles qu'on envoie au couvent, c'est pour un temps limité et de toute façon, elles vivront complètement dans le siècle. Alors, on revient à la famille Greuze, c'est tout à fait anachronique, ces longs séjours qu'elles passent là.
parce que généralement, vous voyez, les séjours de plus de 10 ans, il y en a très peu, et c'est toujours des cas familiaux, c'est-à-dire qu'on va avoir un tuteur qui se retrouve avec une fratrie d'orphelines à sa charge, et pour lui, les mettre au couvent pendant toute leur jeunesse, ça va simplifier le compte de tutelle qu'il rendra au moment de leur émancipation. Ça va être aussi le cas de familles qui partent tenter l'aventure du commerce dans les îles et qui vont laisser leur progéniture dans des institutions à Paris. Les filles de Greuze, elles ne sont pas du tout dans ce cas-là. Et Greuze justifie le choix de les mettre en pension par ses déboires conjugaux. Séparation puis divorce dès qu'il sera institué. Alors, on peut lire cette justification qu'il donne dans un mémoire de Greuze contre sa femme, texte accusateur, lui reprochant aussi bien ses tromperies dans la gestion de ses affaires que ses amants. Et dans ce mémoire, qui est publié dans les Archives de l'Art en 1852, le peintre écrit « Les 7 premières années de notre mariage ne furent point accompagnées d'événements extraordinaires. Nous avions eu 3 enfants, il nous en restait 2, à qui il fallait veiller, les instruire de leur religion et conduire à la messe au moins une fois le dimanche. Mais comme elle, son épouse, n'a aucune espèce de religion et que pendant 27 ans que nous avons été ensemble, elle n'a pas été une seule fois à la messe, cette tâche était trop forte pour elle. Elle les mit au couvent où elles sont restées, l'une 11 ans et l'autre 12. Donc c'est vraiment des très longs séjours. Et justifié selon ce texte accusateur, c'est vraiment l'avis du père, par le fait que leur mère était incapable de les élever correctement dans la religion et lui-même était trop occupé à ses pinceaux. Quand elles reviennent à la maison, il est probable que toutes les deux sont initiées à la peinture par leur père, et même si l'aînée seule en fera carrière, il y a ce tableau-là qui est de Anne-Geneviève Greuze. Voilà, donc elle a continué sa formation selon toute vraisemblance, auprès de son père. Alors, le couvent façon Greuze n'est pas du tout représentatif de la tendance des Lumières. Beaucoup plus représentatif est le couvent façon Madame Roland. Donc, elle séjourne à la congrégation Notre-Dame. Donc, Madame Roland, vous connaissez, elle séjourne à la congrégation Notre-Dame, rue Neuve-Saint-Étienne, c'est-à-dire aujourd'hui rue Rollin, entre ses 11 et 12 ans, et elle relate ce passage au couvent dans ses mémoires. Elle en garde le souvenir d'un temps de calme et de ravissement. Auparavant, elle a néanmoins reçu une très solide instruction chez elle, avec des maîtres qui lui enseignent l'écriture, la géographie, la danse, le dessin, la musique vocale et instrumentale, guitare, par-dessus viol, violon. Elle étudie aussi le latin avec un ecclésiastique, et en autodidacte, elle apprend l'italien. Alors, de toutes ces leçons reçues chez elle, la maison de la congrégation Notre-Dame tire le meilleur profit, de sorte, écrit-elle, qu'à l'entrée au couvent, les religieuses trouvèrent qu'elles pourraient s'honorer de mon éducation puisque j'étais chez elles, sans avoir aucune peine à prendre pour la continuer. Donc, en fait, il lui reste effectivement pas grand-chose à apprendre. Donc là, elle va répéter plutôt qu'autre chose la grammaire, la géographie, l'histoire. Elle continue ses leçons de musique avec le même maître que celui qui venait à domicile, et ainsi que des leçons de dessin avec une maîtresse. Alors, la congrégation Notre-Dame, c'est un établissement à vocation tout à fait enseignante, au tarif relativement modéré, de 375 livres par an hors supplément. Disons que c'est un peu du milieu de gamme, et il va recruter dans la bourgeoisie éclairée parisienne la fille unique du graveur Flipon est donc tout à fait à sa place au milieu de 34 pensionnaires qui ont de 6 à 17 ans et sont divisés en 2 sections pour les cours au moment où elle y est. C'est donc ni un couvent-garderie, ni un couvent mondain, tel que les prestigieuses abbayes au bois ou de Pantemont, ou encore toutes les maisons de visitandines et de bénédictines. C'est un établissement moyen, mais qui reste évidemment quand même cher, comme tous. Alors, pendant qu'elle est au couvent, elle n'est pas coupée de son univers familier ni de son entourage. Je recevais toutes les semaines les visites de mon père et de ma mère, qui me faisaient sortir le dimanche après l'office pour nous promener ensemble au Jardin du Roi, qui est vraiment, vous le voyez d'ailleurs sur le plan, à 2 pas du couvent.
Donc c'est un séjour, pour moi, typique de l'usage complémentaire d'une éducation familiale bien menée et d'une retraite préparatoire à la première communion. Alors au couvent, quel que soit le couvent, les parents restent maîtres du temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'année scolaire, on rentre n'importe quand, on sort n'importe quand. Là encore, on est loin de la pratique des collèges, hein. Les parents payent assez cher pour se permettre de mettre leur fille ou de l'enlever n'importe quand. Généralement, donc, on a vu que ça se resserrait autour de 10-12 ans, ces séjours. Dans les petites écoles, c'est également 2 ou 3 ans que les élèves passent, généralement compris entre 6 et 10 ans. Les vacances à Paris sont en automne, 3 ou 4 semaines en septembre ou en octobre. Donc là, ce n'est pas du tout comme les petites écoles de campagne où les vacances sont plus longues et liées évidemment aux travaux des champs. À Paris, il n'y a pas de vacances intermédiaires dans l'année parce qu'il y a énormément de fêtes religieuses chômées qui s'intercalent et qui ferment les classes et perturbent un peu le rythme scolaire hebdomadaire. Donc, par exemple, dans les petites écoles payantes, il y a un congé théorique le jeudi après-midi, en plus du dimanche, mais s'il y a une fête religieuse dans la semaine, il n'y a plus le congé du jeudi après-midi. Les journées d'école, selon les établissements, petites écoles, ça dure de 4 à 6 heures, avec une longue pause à l'heure du déjeuner. Et les horaires varient avec la saison, puisque les rues ne sont pas très bien éclairées et qu'il est important que les filles soient renvoyées chez elles avant que la nuit ne tombe complètement. Donc, chez le chantre, par exemple, ça s'arrête à 17 heures de Pâques au 1er octobre, mais à 16 heures le reste de la nuit. Des journées plus longues, il y en a, mais uniquement dans les communautés qui sont spécialisées dans les travaux d'aiguille et qui vendent la production des élèves pour subsister. Alors là, on pourrait presque parler d'élèves apprentis, et ces écolières apprenties vont être présentes 8 ou 9 heures par jour, hein. C'est des journées beaucoup plus longues que dans les petites écoles où on ne fait que de l'instruction générale et religieuse. Au pensionnat, les journées sont longues. Les élèves, alors selon les âges, les rigueurs du climat et la discipline, se lèvent entre 4 et 7 heures le matin pour se coucher entre 19h45 et 21h30. Et toutes ces longues journées vont être extrêmement morcelées par heure, par demi-heure et par quart d'heure, en une succession de séquences qui vont être consacrées à la piété d'abord, à l'étude, à la récréation, au repas. Dans les congrégations qui ne sont pas typiquement enseignantes, finalement, on a l'impression que les cours, les leçons profanes font figure de bouche-trou entre les messes, les prières, les méditations, les lectures pieuses. C'est presque jusqu'à l'absurde quand on regarde l'emploi de la journée des filles de Saint-Joseph, qui nous disent « on chante tierce à 9h, à 10h on chante sexte, à 10h30 on chante nonne, en sorte qu'à 10h15, il n'y ait plus rien à dire. » Il y a vraiment une concentration là de prières très importante. Bon, chez les Ursulines ou à la congrégation Notre-Dame, que je prends toujours comme exemplaire, entre guillemets, les internes réussissent tout de même à recevoir de 6 à 7 heures de leçons et d'exercices profanes. Alors, bien sûr, choisir un type d'établissement, ça va être choisir une gamme de savoirs ou de savoir-faire qui vont être appris ou au moins montrés aux filles, mais attention, on va toujours rester dans une gamme étroite de connaissances jugées convenables ou juste tolérées aux filles. La formule un peu consacrée, c'est celle des petites sciences qui peuvent convenir à des filles. Et même si elles ne sont pas partout les mêmes, il y aura toujours un strict dosage de l'enseignement général. Nulle part on ne va produire des filles savantes dans le milieu institutionnel qui seraient autant de maillons indésirables dans la reproduction sociale que l'éducation conforte. Toutes les institutions éprouvent la plus grande méfiance à l'égard de sciences dites vaines et inutiles. Je cite les sœurs de l'Union chrétienne qui ne serviraient qu'à leur enfler l'esprit. Alors, outre les sciences qui dépasseraient l'entendement féminin, les connaissances dont celui-ci s'incommode sont donc cultivées avec modération, dirons-nous.
parce que sinon on risque de sombrer dans la vanité et l'inutilité. Et c'est très important de ne pas dilapider non plus le temps précieux de l'école, notamment dans le milieu charitable, en gaspillant une énergie, des gestes ou des paroles scolaires qui ne seraient pas indispensables. En fait, le principe, c'est l'écolière en sait assez pour se débrouiller ou pas. Le savoir minimum acquis dans le secteur des petites écoles, eh bien, il faut faire place à d'autres. Et donc, on n'approfondit pas, on ne perfectionne pas, il faut aller très vite. Et puis, si on s'aperçoit que la petite fille ne profitera pas de l'enseignement, eh bien, on n'insiste pas. Ce n'est pas la peine d'attendre des résultats qu'elle n'est pas en mesure de donner. Ce serait même un péché d'orgueil. Et la communauté Sainte-Anne, par exemple, s'en tient à ce principe. Je cite, « Entre ces filles, il y en a qui, n'ayant ni l'esprit ni la mémoire fidèle, conçoivent et retiennent peu. Après tout, il ne faut pas exiger d'elles plus que Dieu leur a donné et qu'elles peuvent faire. Si on ne peut pas tirer davantage, il suffit qu'elles croient ce qui est nécessaire et qu'elles soient de bonnes mœurs. » Donc, toujours savoir s'arrêter si ça ne sert à rien. Et ça, c'est directement lié aux convictions religieuses des fondateurs de toutes ces écoles et communautés. Donc, on remonte là à la fin du XVIe siècle au XVIIe siècle. Presque tout ce que je vous décris là s'est mis en place à Paris au XVIIe. On verra que, en fait, au XVIIIe, il n'y a que 8 créations de communautés ou d'écoles de charité, et elles sont toutes avant 1740, même 7 des 8 avant 1725. Et donc, on reste dans le même esprit. Et cet esprit, c'est qu'il faut assurer le salut du plus grand nombre, en fait. Hein. C'est ça le principe. Les riches paroissiens qui financent tout cela, pour reprendre les mots de ceux de la paroisse Saint-Roch, considèrent que l'instruction et l'éducation des pauvres petites filles dans leur bas âge est un des principaux biens que les chrétiens peuvent faire et procurer, et une des plus grandes et des plus nécessaires œuvres de miséricorde qu'ils puissent exercer pour le salut des âmes. C'est donc un investissement spirituel d'avenir. Et les règlements de la communauté Sainte-Agnès, par exemple, disent et renchérissent avec l'iris. Je cite, « C'est pourquoi ces jeunes plantes, ainsi cultivées, qui auparavant n'étaient pas propres que pour de mauvais fruits, en produiront maintenant de bons et des fruits même dignes d'une heureuse éternité. » Donc tous ces fondateurs d'institutions au XVIIe sont dans le même esprit de sauver vraiment le maximum d'âmes et cibler la petite fille, c'est vraiment la bonne cible parce qu'elle sera éducatrice et puis elle peut, comme cela, atteindre aussi sa famille, ses parents. Alors, partant de là, ce qui passe en premier dans l'éducation partout dispensée, c'est l'instruction religieuse, évidemment, aimer, connaître et servir Dieu, ce triptyque. Après, un deuxième triptyque, lire, écrire, compter. Et puis, troisième morceau de choix pour les filles, le fil et les aiguilles et toutes les activités qui se pratiquent avec. Donc là, j'ai choisi trois illustrations à peu près de Greuze. Alors pour la prière, en fait, chez Greuze, il n'y a pas tellement de sujets possibles. Donc j'ai pris la Dame de Charité parce que ça me paraissait le plus près de l'esprit de la chose. Donc, il y a une religieuse qui accompagne cette femme à visiter un pauvre malade. Donc, il y a la composante morale et la composante religieuse. Voilà. Donc, partout, on va trouver ça. Aimer, connaître et servir Dieu, c'est vraiment l'objectif prioritaire. Alors, pour revenir à l'école de la rue Poultier, là, que je vous montrais tout à l'heure, il y a une lettre du curé de Saint-Louis-en-Lille qui écrit au séminaire des filles de la Charité qui tiennent cette école. Il a besoin de personnel et il écrit « J'espère que vous nous choisirez une fille habile et entendue qui puisse montrer à nos enfants la lecture et l'écriture avec l'arithmétique. Je ne vous parle pas de catéchisme et des instructions chrétiennes car vous savez que c'est ce qui doit marcher avant toute chose. » Et j'aime bien sa formule parce que c'est vraiment ce qui se passe partout. Ça marche avant toute chose, y compris dans les petites écoles payantes tenues par des femmes laïques. L'assistance quotidienne à la messe, début de matinée ou fin de matinée, est systématique et les maîtresses accompagnent
leurs filles à l'église de la paroisse ou à la chapelle ou à l'église du couvent dans le cas des pensionnats. Donc ça marche partout. Le pic voilà, de cette instruction, c'est la première communion, qui est alors pour les filles vraiment un rite de passage très très important, qui justifie dans les couvents la mise en place d'une classe qu'on dit classe blanche, où sont regroupées celles qui en sont à la fin de préparation, disons. Et si elles ne sortent pas du couvent, elles sont après regroupées dans un dortoir spécial qui leur évite la promiscuité avec les plus jeunes qui n'ont pas encore, selon la formule, goûté le pain des anges. Donc c'est vraiment la réception de ce sacrement dans l'éducation des filles sous l'Ancien Régime, c'est vraiment quelque chose de très très important. Alors, bien sûr, des temps forts de l'instruction religieuse, comme ça, mais également une imprégnation totale du savoir profane. C'est-à-dire que les fillettes vont apprendre à lire dans les prières décomposées par syllabes. Là, j'imagine que celle qui lit, qu'on appelle aussi fille lisant la croix de Jésus, la croix de Jésus, c'est un abécédaire, en fait. Justement, croix de Jésus, croix de Pardieu, ce sont des petits livrets de prières décomposés qui permettent de s'initier à la lecture en même temps que d'apprendre ces prières. Alors, elles vont écrire en recopiant de saints exemples, elles cousent ou brodent avec en fond sonore des lectures choisies, de même qu'elles vont prendre leur repas avec des lectures choisies pieuses qu'elles écoutent. Les récréations elles-mêmes, elles vont chanter, on va leur faire chanter des cantiques. Enfin, c'est une imprégnation vraiment générale. Et c'est seulement après avoir investi l'essentiel de l'ambition dans tout ce savoir religieux qu'on va dire, on leur montrera aussi à lire et à écrire. Il y a beaucoup de programmes qui se terminent comme ça. Lire, écrire, compter, dans cet ordre-là, parce que on commence par lire. Une fois qu'on sait lire, on apprend à écrire. À l'époque, les deux apprentissages sont complètement dissociés. Et puis, on apprend le calcul en même temps. Alors, évidemment, si on ne reste pas très, très longtemps, l'écriture peut passer à l'as ou n'être vraiment qu'effleurée. Bon, notons qu'il y a encore des petites écoles charitables qui n'enseignent pas systématiquement l'écriture parce que, mais c'est pas valable aussi pour les garçons, les maîtres ou les maîtresses ne savent pas forcément suffisamment écrire pour l'enseigner à leurs élèves. C'est un apprentissage qui est plus exigeant que celui de la lecture, aussi bien matériellement, parce qu'il faut des tables, il faut du matériel, que humainement, parce qu'il faut savoir bien écrire pour leur apprendre. Alors, si le personnel de l'école n'en est pas capable, on peut toujours trouver une maîtresse écrivaine qui va venir donner des cours dans l'école, mais à ce moment-là, évidemment, ça a des conséquences économiques, c'est un coût, donc certaines paroisses jugent le faire pour les garçons, mais pas forcément pour les filles. Bon, je surveille l'heure parce que... Donc, lecture, écriture et compter, calcul, ça c'est partout. Le fil et les aiguilles, alors partout, sauf dans les petites écoles payantes du chantre, qui s'en tiennent à une scolarité générale, mais partout ailleurs, on va avoir du fil et des aiguilles dans les mains des écolières, avec deux finalités différentes, suivant les destins que l'on suppose aux élèves. Bon, dans le secteur charitable, il s'agit de gagner sa vie après l'école, honnêtement, c'est-à-dire à l'abri d'une boutique ou d'un atelier et pas dans la rue, bien évidemment. Du côté du pensionnat, par contre, il s'agit de s'occuper décemment et de prévenir l'oisiveté. C'est très net dans les constitutions des filles de Saint-Joseph qui disent que toutes les filles, aussi bien écolières externes que pensionnaires, apprennent à travailler des mains et à faire des ouvrages convenables à leur sexe, soit pour gagner leur vie si elles sont pauvres, ou pour s'occuper honnêtement et fuir l'oisiveté si elles sont d'ailleurs accommodées. Donc, quel que soit le futur, elles apprennent les mêmes choses. C'est toujours choisi dans la gamme traditionnelle des métiers féminins, lingerie, couture, tapisserie, broderie, dentelle, tricot, raccommodage, blanchisserie.
et compatibles avec des aptitudes enfantines. Alors le problème, c'est que ces exercices vont aussi obéir à une progression de difficultés. Et si les filles ne restent pas longtemps, elles ne vont apprendre que les choses les plus simples, qui vont être ensuite les moins monnayables sur le marché. Donc effectivement, on les met en état de gagner leur vie, mais pas forcément très très bien. Et il faut de toute façon assurer une relève de la main-d'œuvre et conforter la position économique du secteur parce que la demande des Parisiens est très forte. Il faut résister aussi contre la concurrence étrangère. Donc on a vraiment des grosses communautés, il y en a deux en particulier, Sainte-Anne et Sainte-Agnès, qui accueillent des centaines d'écolières et qui les forment à ces métiers-là. Mais encore une fois, pas forcément avec un suivi suffisant pour les mettre vraiment bien à l'abri de gagner leur vie. Bon, elles acquièrent des capacités qui ne sont pas forcément, qui feront d'elles des petites ouvrières, mais pas plus, quoi. Alors, au pensionnat, les apprentissages, ce type d'apprentissage, ça va être pratiqué sur l'entretien du trousseau de la pensionnaire. Donc, les communautés ne vont pas vendre les productions, mais simplement les appliquer au trousseau. Le pensionnat, c'est aussi le lieu où on va apprendre les futures tâches de maîtresse de maison ou plutôt de direction de personnel de maison. Donc, on va les faire passer dans les différents services du couvent, réfectoire, apothicairerie, bibliothèque, etc., jardin. Et elles vont faire des petits stages auprès de la religieuse responsable de ces différents services pour apprendre les bonnes façons de gérer une maison ultérieurement. Bon, c'est aussi une école de savoir-vivre, à la congrégation Notre-Dame, par exemple, comme dans les établissements les plus sélects. On ne négligera point de leur apprendre la bienséance avec laquelle on doit manger et boire, converser, se divertir ensemble et faire les actions les plus communes, afin que lorsqu'elles retourneront dans le monde, elles sachent y vivre d'une manière honnête, ce qui aide beaucoup à y soutenir la vertu. Alors au couvent, donc, on en a déjà un petit peu parlé, des matières qui s'ajoutent au lire, écrire, compter, soit incluses dans le menu comme l'histoire et la géographie. Encore qu'à Port-Royal, ce soit une maîtresse de géographie qui vient en option. Mais histoire, géographie, c'est quand même assez répandu. Nulle part des langues vivantes, et surtout pas l'italien, qui est réputé comme la langue de l'amour. Et ça, vraiment, l'espagnol et l'italien, c'est nulle part. On en a très peur. Donc, ça s'apprend ailleurs, en ville, mais pas au couvent. Alors, les arts d'agrément, bien évidemment, on a déjà un petit peu parlé de la musique, danse, dessin, déclamation. Tout ça en leçons particulières ajoutées au programme. C'est un savoir qui est toléré au couvent parce qu'il est complètement légitime dans la formation des jeunes filles du milieu fréquentant le couvent. D'une certaine façon, l'éducation aristocratique se transporte au couvent et ça permet effectivement de renvoyer dans le monde des filles qui savent se tenir dans un salon et partager agréablement leurs talents. Tout ça, c'est un savoir qui est purement gratuit, c'est-à-dire qu'il bénéficie seulement à l'heureuse entente entre les sexes en société. Il n'y a aucune concurrence entre eux. Il est bien évident que les positions qui attendent les garçons au sortir du collège, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la justice ou dans l'Église, ne sont pas accessibles à leurs sœurs, donc il n'y a pas de débouché en fait, il n'y a pas de concurrence. Alors pour un savoir plus solide, il faut rester de préférence à la maison avec des parents éclairés, et c'est le cas d'Angélique Diderot, dont je vais dire deux mots rapidement. Alors Angélique, elle est née en 1753, c'est le seul enfant du couple passible d'éducation, et Diderot éprouve un amour fou pour sa fille. Sa mère est moins, c'est un amour plus tempéré, et les dissensions du couple se répercutent sur l'éducation d'Angélique. Madame Diderot veut lui donner une éducation religieuse,
Et évidemment, son époux philosophe, lui, veut faire la part belle au savoir profane. C'est en fait exactement la situation inverse de ce qui se passe pour les filles greuses. Elles vont au couvent, elles, parce que leur mère, selon son époux, manque de piété. Angélique, elle, échappe au couvent précisément parce que sa mère risque de lui en inculquer en excès, selon son père. Il est tout à fait consterné par l'éducation maternelle quand c'est sa mère qui s'en occupe. Elle grasseille, elle minaude, elle grimace, elle connaît tout le pouvoir de son humeur et de ses larmes, et elle boude, pleure pour un rien, elle a la mémoire pleine de sots rébus, elle dit des mots des rues, elle est dégingandée, on en peut venir à bout, le goût du travail et de la lecture qui lui était naturel se perd. Elle a 8 ans à ce moment-là. Et puis finalement, Madame Diderot se lasse, et la mère qui n'en sait plus que faire permet enfin que je m'en mêle. Elle a 9 ans à ce moment-là. Toutes les citations viennent de lettres à Sophie Voland. Donc c'est désormais lui qui va conduire l'éducation d'Angélique. Et sa première option, donc, et non des moindres, mon Angélique n'ira point au couvent, je vous le disais en introduction. Deuxième option, la formation musicale, puisqu'il pense qu'elle va devenir clavecinière. Et comme il dit, cette bamboche joue des choses que j'ai bien de la peine à lire. Bon, il exagère peut-être un peu parce qu'il était quand même assez bon musicien. Donc, priorité à la musique, avec des maîtres qui sont des gens de notoriété. Elle en aura plusieurs, mais là, j'en illustre 2. Madame Bayon-Louis, qui est l'épouse de l'architecte Victor Louis, et puis Antoine Bémet-Strider, auteur de Leçons de clavecin et de principes d'harmonie, dont Diderot se déclare modestement correcteur, mais auquel il a sans doute participé plus activement que ça. Angélique, qui joue comme un ange, selon Diderot, atteint un niveau professionnel, mais sans en faire profession. Alors, elle a d'autres leçons données par des maîtres, géographie, histoire, danse. Son père collabore à toutes ces leçons, il fait répéter un chapitre d'histoire par jour, par exemple. Et il se charge en personne complètement de la formation morale, beaucoup de morale, dit-il. Alors, il fait absolument flèche de tout bois, les promenades s'y prêtent particulièrement. Je passe des citations qui sont un peu longues. Alors, il y a de l'éducation scientifique aussi, apparemment, puisqu'il y a conservé à la BN un manuscrit de physique qui est mis dans les œuvres de Diderot, mais qui, selon les spécialistes, alors là, moi, je ne le suis pas, des manuscrits de Diderot, est bien de sa fille, de la main de sa fille, et n'est pas une simple copie. Donc, c'est un manuscrit attribué à Angélique Diderot et qui s'inspire des leçons de physique expérimentale de l'abbé Nollet, qui sont parus avec énormément de succès à partir des années 1740. Le plus intéressant, je trouve, dans son éducation, et qui sort vraiment des sentiers battus, c'est le fait que Diderot l'envoie suivre un cours public d'anatomie dispensé à Paris par Marie-Catherine Billeron, qui est la fille d'un apothicaire, et elle fait des démonstrations des fonctions du corps humain avec des figures de cire. Et son cabinet de figures de cire a beaucoup de succès, ainsi que ses leçons. Et Diderot tient à ce qu'Angélique acquiert à l'adolescence une bonne connaissance de l'anatomie. Il a lui-même rédigé l'article Anatomie de l'encyclopédie. Et il va compléter cette leçon donc, où elle démontre le fonctionnement de tous les organes, y compris des organes de la reproduction. Il va compléter par une leçon sur la sexualité qu'il donne à Angélique quand elle a 15 ans. Là, il transgresse absolument les silences de son temps. Et il explique à Sophie Voland « Je l'ai trouvée si avancée que dimanche passé, chargée par sa mère de la promener, je pris mon parti et lui révélai tout ce qui tient à l'état de femme, débutant par cette question « Savez-vous quelle est la différence des deux sexes ?» Alors cette éducation sexuelle honnête et scientifique donnée par Diderot
lui révèle effectivement les mystères du sexe et je pense que ça vise à la préserver autant que possible des malheurs des jeunes filles aux cruches cassées et autres abusées dont les représentations nous émeuvent en visitant l'exposition, et il y en a un certain nombre. Le mariage d'Angélique plongera Diderot dans une véritable dépression, parce que très vite, il s'aperçoit que finalement, l'époux d'Angélique ruine à peu près autant la bonne éducation qu'il lui a donnée que ne faisait sa mère. Et il est tout à fait désolé. En plus, il doit se défendre contre sa femme et contre son frère à lui qui est abbé et qui lui reprocheront éternellement d'avoir donné une éducation tout à fait néfaste à Angélique du fait qu'elle n'était pas passée au couvent. Alors, il lui dira toujours qu'elle en sait bien plus que les filles sortant de couvent. Voilà, donc ça, c'était un aperçu sur cette éducation tout à fait lumineuse. Alors, comment conclure, puisqu'il est l'heure, me semble-t-il? Oui, c'est bien. Alors, évidemment, Angélique Diderot, ni Manon Flippon, ni les sœurs Greuze ne sauraient être représentatives du savoir et des ignorances de toutes leurs contemporaines. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de les resituer et que j'ai beaucoup parlé aussi d'école, pour voir vraiment tout ce qui était possible. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre le XVIe et le XVIIIe siècle, il y a une extension quantitative du savoir féminin, vraiment, de plus en plus de filles apprennent à lire, il n'y a aucun doute. Malheureusement, il n'y a pas eu un pendant qualitatif à la même mesure. Les Lumières ne bouleversent pas le lot commun des savoirs proposés par les écoles de filles, c'est-à-dire toujours instruction religieuse, alphabétisation, travaux d'aiguille. La grande majorité des familles se contentent de ce qu'on leur propose, donc de ces institutions mises en place 1 ou 2 siècles plus tôt, puis qui continuent à fonctionner à peu près de la même façon. Il n'y a pas de conversion aux Lumières des réseaux scolaires. Alors, les quelques créations qui ont lieu au XVIIIe à Paris, on s'aperçoit que ce sont des enjeux moraux maintenant qui guident les fondateurs. Il se justifie par la dégradation des mœurs et les progrès de la débauche qui leur semblent vraiment galoper à grands pas dans la capitale. Donc pour eux, l'enjeu, c'est de soustraire un temps, dans l'âge le plus fragile, les filles petites parisiennes à un environnement dangereux. Mais on ne va rien leur proposer de mieux. L'inertie des pratiques éducatives est très grande et durable, elle est forte. Et les plans d'éducation révolutionnaires eux-mêmes, à l'exception notable de celui de Condorcet, puisque lui part du principe de l'égalité des sexes qui justifie la mixité de l'éducation, tous les autres vont proposer toujours exactement la même chose, un minimum d'enseignement général et un maximum de travaux d'aiguille. Et je laisserai le tout dernier mot sur ce rendez-vous manqué des Lumières avec l'éducation des filles au liquidateur en 1792 de la communauté Sainte-Agnès. Donc, ils sont là pour fermer l'établissement. Et il déclare « Si le patriotisme commence à être connu en France, il y a plus de 100 ans que ces sœurs le mettent en pratique. » Et je trouve ça vraiment très, très révélateur de l'embarras de ces révolutionnaires face à la formation des filles. Voilà, je vous remercie.